Bonsoir à tous et bienvenue. Des exilés ivoiriens continuent de regagner leur pays. Les derniers en date sont entre autres Awa Melo et plusieurs cadres de l'opposition qui sont rentrés après 10 années passées dans des pays de la sous-région. Le HCR, au commissaire des réfugiés, estime à 92% le taux des exilés revenus dans le pays. Coup de projecteur ce soir sur le chantier du 4e pont d'Abidjan. Déjà, le pont qui enjambe la lagune Ébrié tient fièrement sur 30 piliers réalisés et est prêt à recevoir jointes et chaussées et bitume sur 850 mètres de tabliers bouclés. Au sol, des avancées sont également enregistrées, vous le verrez dans ce journal. Et puis en sport football, les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu 2-1 les Flammes du Malawi ce lundi à Cotonou dans le groupe D, comptant pour les qualifications à la Coupe du Monde 2022. Un court succès qui permet à la sélection ivoirienne de rester en tête du classement devant le Cameroun. Tout d'abord, je vous propose ce coup de projecteur sur le chantier du 4e pont d'Abidjan, ouvrage d'envergure dédié à fluidifier le trafic routier dans le district d'Abidjan et singulièrement les voies intercommunales de Yopougon, Atekoubé, Adjamé et du Plateau. Sur le terrain, les travaux avancent. Déjà, le pont qui enjambe la lagune Ébrié tient fièrement sur 30 piliers réalisés et prêt à recevoir joints et chaussées et bitume sur 850 mètres de tabliers bouclés. Au sol, des avancées sont également enregistrées à Adjamé et Yopougon. Toutefois, l'emprise sur des sections reste encore occupée et retarde les travaux, dont ceux de la zone à péage. Les occupants des lieux qui traînent encore les pieds sont invités à libérer totalement la zone. Un reportage de Thiemé Dandje et Eric Kimo. Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Dans les rues, un trafic des plus denses de la sous-région. Sur la section autoroute du Nord, par exemple, 85 000 usagers en moyenne par jour. Pour fluidifier davantage, plusieurs chantiers, dont le 4e pont, sont en cours. Le plan de 1,4 km est subdivisé en deux. Quand on traverse la lagune Ébrié, on a la possibilité d'aller au plateau ou de continuer à la caserne des sapeurs-pompiers. Donc les 4 voies que nous avions initialement sur la partie du Banco se subdivisent en deux. Donc on aura une sortie en bretelle pour permettre à ceux qui veulent aller au plateau de s'y rendre. Les 3 autres voies, c'est-à-dire le BRT plus 2 voies du trafic courant, vont continuer jusqu'à l'Indénié. Sur la lagune, les travaux vont bon train. Déjà, à 20 mètres de l'eau, plusieurs acquis. Au nombre de ceux-ci, ce tablier de 45 mètres, partie circulable du pont qui enjambe la lagune Ébrié. Au bout, à 9 mètres, ces agents, avec la technique de l'encorbellement, sont à la manœuvre pour claver 2 tabliers. Ici, on a la fin de la partie qui est posée sur cette pile-là. C'est-à-dire chacun vient à 45 mètres. Donc lui, la DAT, c'est 45 mètres. Donc c'est l'autre qu'on atteint. Même exercice sur le flanc nord menant à Adjamé. Là, seuls 2 mètres restent à claver pour relier les piles P4 et P5. Ici, nous avons des travées de 90 mètres. Nous voyons que nous avons fini le fléau de la pile P4 et le fléau de la pile P5 qui sont autour de 44 mètres. Les 2 mètres restants sont en train d'être clavés. Et ce clavage permettra effectivement de couler les 2 tabliers pour avoir un tablier continu de 90 mètres. Au sol, commune d'Adjamé, les choses bougent également. Dans cette zone de fin du pont, 4 appuis sont à réaliser. Et nous sommes dans la zone où effectivement finit le pont. À cet endroit, il nous reste 4 piles à réaliser. Cap maintenant sur Yopougon, une commune où les infrastructures de l'ouvrage principal sont en cours de réalisation. Nous avons des ouvrages pondales d'environ 100 mètres de longueur et qui permettent d'écouler les trafics courants et le trafic du BRT. À ce jour, nous avons entamé la construction de 2 de ces ouvrages. Celui situé à proximité de la poste Trois-Rouges et celui qui enjambe la route de Bel-Air. Celui qui est situé à proximité de la poste Trois-Rouges a un avancement de l'ordre de 50%. Celui qui enjambe
la voie de Bel Air, là où nous sommes présentement, nous avons un avancement à plus de 65%. Sur le site du quartier d'Oukouré, ces agents détendus s'affairent à poser les semelles. Ces autres travailleurs s'affairent à nettoyer les panneaux de coffrage pour disposer de parements lisses. Positionnés sur l'ouvrage, ces agents, eux, emboîtent les uns sur les autres les parements pour la coulée du béton. Une étape qui requiert des réglages. Sur la lagune ou au sol, le chantier du 4e pont d'Abidjan avance à grands pas. Mais 95% de l'emprise reste à ce jour toujours occupée. Au niveau de la gare de péage, une partie de ces zones est vraiment occupée par les populations. On invite à ce jour, c'est-à-dire les impactés qui traînent encore les pieds, à venir négocier au plus tôt. Ouvrage d'envergure pour accroître la mobilité dans le Grand Abidjan, le 4e pont va impacter le trafic dans 4 communes, Yopougon, Atekoubé, Adjamé et le Plateau. Je vous le disais en titre, des exilés ivoiriens continuent de regagner leur pays. Les derniers en date sont entre autres Awa Don-Melo et plusieurs autres cadres de l'opposition ivoirienne qui sont rentrés après 10 années passées dans des pays de la sous-région. Le HCR, le Haut Commissariat des réfugiés, estime à 92% le taux des exilés revenus dans le pays. Les précisions de Pierre Dipomela. Le climat sociopolitique en Côte d'Ivoire est apaisé. Les craintes de représailles se sont dissipées. Les Ivoiriens qui avaient fui la Côte d'Ivoire pendant la crise post-électorale de 2011 reviennent progressivement. Les derniers en date sont Awa Don-Melo, réfugié en Guinée. Il était aussi conseiller spécial chargé des infrastructures de l'ex-président Alpha Condé. Il est entré au pays avec d'autres camarades de lutte, tous des proches de l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo. Selon le HCR, depuis 2011, 287 000 réfugiés ivoiriens sur 300 000 sont rentrés volontairement dans leur pays, soit 92% de ceux qui étaient partis notamment dans des pays voisins, tels que le Ghana, le Libéria, la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Togo. Ces retours étant volontaires, l'agence onusienne indique que 60% des réfugiés ivoiriens interrogés souhaitent rentrer chez eux et seuls 10% souhaitent rester dans leur pays d'accueil. En tout état de cause, le statut de réfugié ne pourra durer indéfiniment, selon un communiqué du HCR. Sur la base d'une analyse approfondie de la situation en Côte d'Ivoire, le HCR estime que les circonstances dans lesquelles de nombreux Ivoiriens ont fui leur pays en tant que réfugiés ont cessé d'exister et que beaucoup d'entre eux n'ont plus besoin de protection internationale. Cette décision, dont le HCR recommande l'application le 30 juin 2022, intervient après une réunion de 2 jours à Abidjan entre le gouvernement ivoirien et les pays qui accueillent un grand nombre de réfugiés, notamment le Libéria voisin. Le retour de ces réfugiés, parmi eux des acteurs politiques de premier plan, reste un atout majeur pour la réconciliation nationale. Et pour aborder la question du retour des exilés en Côte d'Ivoire, je reçois pour vous chez vous M. Adama Ouattara. Il est le sous-directeur en charge du développement humain durable au ministère de la Réconciliation nationale. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie, M. Diarra-Souba. Alors, à ce jour, combien d'exilés ont regagné la Côte d'Ivoire, leur pays? Bien, M. Diarra-Souba, vous permettrez qu'au nom de M. le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, M. Bertin Kouadio-Konan, vous transmettre sa gratitude et ses encouragements à la télé d'ici. Je vous en prie. Et il faudra d'abord préciser que nous avons 287 232. Donc, à l'élément qui est passé, il faut ajouter 232 réfugiés qui sont retournés bel et bien en Côte d'Ivoire. Sur combien? Sur 300 000. Sur 300 000, donc nous avons un taux de un peu plus de 95%. D'accord, un peu plus de 95%, il y a quand même 5% d'Ivoiriens qui sont encore en exil. Que prévoyez-vous pour les faire revenir au pays? L'État de Côte d'Ivoire n'a pas cessé de sensibiliser ces Ivoiriens à rentrer. Tout comme M. Mazou l'a dit, tout à l'heure vous l'avez vu, les circonstances qui étaient avancées pour permettre de soutenir l'État de réfugiés n'existent plus. Même les structures internationales le reconnaissent. Eh bien, l'État de Côte d'Ivoire continue à sensibiliser les Ivoiriens qui restent encore en dehors de son territoire, au fin qu'ils reviennent pour pouvoir participer au développement du pays.
Mais cela ne s'arrête pas seulement qu'à la sensibilisation. L'État mène beaucoup d'actions qui permettent de soutenir le retour durable des réfugiés. Il y a, je pourrais vous dire que, par exemple, la restitution des biens, qui a été un facteur déterminant dans le retour de plusieurs personnalités, qui est un succès qui est mené par la commission de restitution des biens. Il y a le dégel des avoirs, mais il y a aussi ce retour qui a été boosté par la loi d'amnistie prise par son Excellence le Président de la République en août 2018. Et donc, plusieurs actions comme ça, sans oublier l'intégration des élèves qui ont commencé le processus scolaire hors de la Côte d'Ivoire, qui reviennent aujourd'hui avec leurs parents, ou ceux qui sont nés hors de la Côte d'Ivoire, à qui l'État a permis d'avoir des documents administratifs, et encore des chefs de ménage qui, longtemps restés hors du pays, sont revenus, ont besoin de se refaire, donc pour leur permettre d'avoir une dignité. L'État, avec ses partenaires internationaux, leur ont permis d'avoir des activités génératrices de revenus et des activités aussi fédératrices qui leur permettent de vivre dignement, de prendre soin de leur famille. Et c'est des milliers, et vous en avez les preuves si vous faites des enquêtes dans le Tonkoui, dans le Cavali, dans le Bassa-Sandra, ainsi de suite. Vous évoquiez tout à l'heure un chiffre de 95% de taux de retour en Côte d'Ivoire. Est-ce pour vous un baromètre pour la réconciliation nationale? Le baromètre pour la réconciliation nationale, il faut dire qu'il est dynamique. C'est un baromètre, effectivement, mais il n'est pas un baromètre absolu. Parce que comme nous l'avons dit, si aujourd'hui, les dernières rentrées, comme vous l'avez dit, il y a M. Don Melo, M. Mangli, mais avant eux, le plus célèbre, M. Laurent Gbagbo, est rentré. Et aujourd'hui, il parcourt les 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est un bon baromètre pour permettre à tous ceux qui prétendent hésiter encore de rentrer. Car M. le ministre de la Réconciliation l'a dit sur vos antennes de la Côte d'Ivoire, que les autorités ivoiriennes sont en contact avec tous ceux qui sont ivoiriens hors du pays, au fin de faciliter leur retour. Y compris Charles Blé Goudé? Y compris Charles Blé Goudé, merci pour la lucane, parce que ça me permet de vous rappeler à tous que Charles Blé Goudé a été reçu par la représentation diplomatique de la Côte d'Ivoire en France. Il n'y a pas longtemps de cela. Et M. le ministre l'a réitéré sur les antennes de la télé en Côte d'Ivoire pour dire qu'il est en contact, lui et toutes les personnalités qui peuvent contribuer à faciliter le retour des réfugiés, et même, y compris, comme vous l'avez dit, M. Blé Goudé Charles. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, ce sera la dernière question. Quelles sont les principales actions en cours en vue de rapprocher les Ivoiriens? Au niveau de notre ministère, les principales actions, comme je l'ai dit, sont foncièrement basées sur la sensibilisation. La sensibilisation et des plaidoyers auprès donc, des autorités et surtout des partis politiques et des influenceurs d'opinion pour leur permettre d'avoir un langage vraiment atténué, un langage apaisé, un langage rassembleur et surtout d'éviter d'appeler à la haine et aux fausses rumeurs. Donc nous continuons d'appeler à l'apaisement, d'appeler au rassemblement, d'appeler à la tolérance de la différence de l'autre. Merci infiniment, M. Adama Ouattara. Je rappelle que vous êtes le sous-directeur en charge du développement humain durable au ministère de la Réconciliation nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, au nom du ministre Bertin Kouadio-Konan, qui vous remercie. Merci beaucoup. Dans le reste de l'actualité, la Côte d'Ivoire poursuit l'évaluation des projets et programmes de développement financés par la Banque africaine de développement. Des experts du ministère du Plan et du Développement et ceux de l'institution financière continentale se sont réunis ce lundi en vue d'évaluer le portefeuille projet dont le niveau d'exécution est de 3 sur une échelle de 5. Les précisions de Thiemé Dandje et Eric Imo. Retrouvailles des acteurs techniques de la mise en œuvre et du suivi des projets et programmes de développement financés par la Banque africaine de développement en Côte d'Ivoire. À leur côté, le directeur de cabinet du ministère du Plan et du Développement. Au nom de la ministre Kaba Nialé, il salue une rencontre entre représentants des deux parties visant à évaluer sur une échelle de 5 le niveau d'exécution des programmes jusqu'à fin septembre 2021. Conscient du fait qu'il faut redynamiser les interventions, le ministère du Plan et du Développement a mis en place une cellule de suivi du portefeuille. Et depuis lors, nous faisons des revues de portefeuille de manière régulière sur une base trimestrielle. Et celle que nous tenons aujourd'hui est la 3e au titre de l'année 2021. L'état d'exécution est satisfaisant. La performance du portefeuille à une échelle de 3 sur 5. Nous pensons que c'est satisfaisant, mais peut être amélioré. Et c'est ce pourquoi nous travaillons et nous tenons donc ces revues pour que les défis résiduels et les goulots d'étranglement évidemment qui se présentent puissent être levés.
Cet atelier précède un autre de haut niveau qui va enregistrer la participation de la direction de l'institution financière continentale et de représentants de son partenaire, le gouvernement ivoirien. À Cocody, le nouvel emplacement de la gare Sotra divise autorités, étudiants et riverains. Objet de la discorde, la Société des transports abidjanais a délocalisé sa gare initialement installée à la sortie du CHU, à quelques mètres en face de l'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. Les précisions de Salif Yelekwe et Mathurin Badé. Par ce communiqué daté du 22 septembre et publié via ses canaux officiels, la Société de transport d'Abidjan annonce la délocalisation de sa gare du campus précédemment situé au niveau de l'entrée principale du CHU de Cocody sur cet espace, en face de l'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. La raison, la construction d'une annexe de l'hôpital mère-enfant. Une décision dénoncée par les étudiants qui regrettent l'éloignement de leur principale gare du campus. La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire est montée au créneau. La gare en face de l'INSAC, d'abord même le point de l'INSAC est un arrêt, ce n'est pas un endroit habilité pour pouvoir recevoir plus de 10 000 étudiants. Or, là-bas, c'est dans le quartier. Donc, après les étudiants, la communauté estudiantine, il y a les PAT, et puis tous les agents, les femmes qui font les restaurants, tous ceux qui font les services au sein de l'université. Lorsque nous avons été saisis, nous avons dans notre position, l'ancien quai de l'université existe. Nous avions demandé qu'avant de trouver un endroit selon le plan de l'université, il faudrait qu'on ramène les étudiants là où la gare existe. Et aussi, nous avons échangé avec nos autorités. Nous avons fait savoir que ça sera difficile de devoir 20 000 étudiants et regrouper dans cet endroit, ça crée des embouteillages. On veut aussi éviter les accidents parce que le trafic est véritablement bouché. Nous avons informé la tutelle et donc les échanges sont en cours. Du côté des riverains de la Cité des Arts, on s'étonne de cette délocalisation. Les habitants sont inquiets. Depuis que le terminus de Sotra a été implanté dans notre quartier, nous avons de graves difficultés pour rentrer chez nous. Et même quand nous sortons, le stationnement, je peux dire, abusif ou bien non respectueux du code de la route, fait que nous n'arrivons même pas à accéder chez nous. Et en plus de cela, le soir, à partir de 17h, vous allez trouver que les passagers sont en ligne. Le passage ici est obstrué complètement. Nous avons fait la pétition pour qu'on nous enlève cette gare. Tant que c'était un arrêt de bus, ça ne dérangeait personne. Les bus viennent, ils s'arrêtent, chacun vient à son tour. Mais là, quand ils se mettent, vous voyez, ça crée même des embouteillages. Des rencontres ont été initiées par le ministre en charge de l'enseignement supérieur et les différentes parties prenantes pour trouver une solution définitive, au moment où les travaux de cet hôpital ont démarré. Ils sont jeunes et volontaires, ils ne sont pas de la police, mais aident à réguler la circulation sur les grandes artères et autres carrefours embouteillés de la capitale économique. Ces jeunes qui aident à fluidifier le trafic aux heures de pointe sont pour la plupart issus de l'AMUGA, Autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan. L'organisation prévoit un plan de renforcement du dispositif de régulation de la mobilité d'ici mars 2022, un projet qui consistera à recruter, former et engager d'autres jeunes afin de gérer la circulation et faciliter le déplacement aux populations abidjanaises. C'est un sujet de Brice Niawa et Eric Imo. Vert et jaune, la tenue de ces régulateurs de la circulation. Ces jeunes ne sont ni des agents de la police, ni ceux de la gendarmerie. On les appelle les aides régulateurs. Recrutés, formés et postés dans plusieurs carrefours de communes de Cocody, ces jeunes gens participent à la fluidité de la voie publique. Il faut sortir très vite le matin pour aller au travail. Sinon, si tu prends un retard à la maison, tu es cuit. On ne conduit pas normalement, on conduit n'importe quoi. Voilà pourquoi il y a des embouteillages. On doit conduire en discipline. Suivre les rangs, ça s'en va, ça avance. Quand on fait ça, il y a d'autres mecs qui nous félicitent. Ils disent ce que vous faites là, c'est bien. Il y a d'autres qui comprennent. Il y a d'autres mecs qui font sur nous-mêmes. Mais comme on nous a dit de ne pas être fâchés contre des usagers, donc on a le sang-froid et puis
ça passe quoi. Dans les carrefours, FUPA des deux plateaux, Marie-Rose Guiraud de la Riviera et celui d'Abata Supermarché, on peut voir le résultat de leur présence. Cette action est un projet initié depuis le 10 septembre dernier par l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, afin de réduire les nombreux embouteillages qui ralentissent la fluidité du transport et rendent la vie difficile aux populations. C'est une unité, une brigade de mobilité qui va veiller à ce que la circulation se passe bien. Elle peut avoir plusieurs fonctions. Ça peut être la régulation de carrefour, comme on le fait aujourd'hui en pilote avec la commune de Cocody. Elle peut avoir aussi une fonction, comme à Makori, d'aide à l'application d'un plan de circulation. Le mauvais état des routes, le grand flux des véhicules et l'indiscipline des usagers sont, selon Jean Fanny, les principales causes des embouteillages en zone urbaine. Pour essayer d'apporter une solution durable à cette situation, l'AMUGA prévoit un vaste programme du système de déplacement des populations centré sur le recrutement de plusieurs jeunes filles et garçons, la révision du plan de circulation et le déguerpissement des occupants illégaux des voies de circulation. En fait, avec la mise en œuvre des transports de masse que nous préparons, notamment le BRT SOS sur le boulevard François Mitterrand, on va se donner les moyens et activer tout ce qu'il faut en termes de rabattement des trafics et de réorganisation des lignes de transport en commun, de sorte qu'un report modal massif se fasse vers ce mode lourd-là qui va pouvoir transporter les gens dans des vitesses très compétitives. Pour l'instant, ce sont une vingtaine de jeunes aides régulateurs qui apportent leur savoir-faire et facilitent le déplacement à ces usagers. C'est un projet pilote qui prendra fin en février 2022. D'après ce responsable de la mobilité urbaine, il s'étendra sur toutes les communes et villes du Grand Abidjan, à la suite d'un plus grand nombre de jeunes recrutés. Et il y a ce cas de viol qui suscite émoi et indignation. La victime est une institutrice en poste dans une école à Sandégué, dans le district du Zanzan, dans le nord-est du pays. Un cas survenu dans la nuit du 6 au 7 octobre, décrié dans une déclaration lue par le réseau des institutrices qui appelle les enseignantes à s'éviter tout acte de vengeance et à faire confiance à la justice. Tiemé Dandje, Mathurin Badé. En dépit de la mobilisation des activistes des violences basées sur le genre, des cas de viol sont toujours constatés. Le dernier vient d'être enregistré dans le district du Zanzan, à l'est du pays, précisément dans la localité de Sandégué. La victime, une institutrice à son domicile, au désarroi de ses camarades de corps du réseau des institutrices dynamiques de Côte d'Ivoire. Réunies en urgence au siège de l'UNESCO d'Abidjan-Cocody, elles situent les faits et crient leur colère. Selon les propos de la collègue victime elle-même, les faits se sont déroulés dans la nuit du 6 au 7 octobre 2021, c'est-à-dire le lendemain de la célébration de la Journée mondiale de l'enseignant. Le rédit condamne avec la dernière énergie ce total acte de viol sur une femme, une collègue, une institutrice qui était à son poste pour accomplir sa mission, celle de donner le savoir-faire et le savoir-être aux enfants de notre pays. Quoique indignée, l'association des enseignantes du pays appelle ses camarades au calme et à la discipline. Les autorités compétentes et les organisations féminines seront saisies afin que justice soit faite et que cela serve de leçon. Cet acte ne restera pas impuni. Nous mettrons tout en œuvre pour que nous, les institutrices, nous puissions exercer notre métier en toute quiétude, partout où le devoir nous appelle. Avant ce cas qui crée l'émoi, une gamine avait été victime de cette pratique dans la commune d'Abobo. La Côte d'Ivoire a pourtant multiplié les actions de sensibilisation et renforcé son arsenal juridique contre le viol ces dernières années. Du sport football pour terminer, les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu 2-1 les Flammes du Malawi ce lundi à Cotonou dans le groupe D, comptant pour les qualifications à la Coupe du Monde 2022. Un court succès qui permet à la sélection ivoirienne de rester en tête du classement devant le Cameroun. Salif Yalekoué. La Côte d'Ivoire a battu cet après-midi le Malawi dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 par le score de 2-1.
C'est le stade de l'Amitié, Mathieu Kérékou de Cotonou, qui a abrité ce match retour dans cette poule D. Les Ivoiriens se signalent dès la 2e minute avec Nicolas Pépé qui ouvre le score pour la Côte d'Ivoire. Après cette avance, les pachydermes vont fléchir. Les Malawites vont effrayer à plusieurs reprises la défense ivoirienne. L'égalisation intervient à la 20e minute. 1-1. C'est avec ce score que les deux équipes rejoignent les vestiaires pour la pause. Au retour, l'attaquant du club turc de Trabzonspor, à la suite d'une percée dans la défense malawite, obtient un penalty, transformé par Franck Kessié à la 66e minute. Le match aller a été sanctionné vendredi dernier par une victoire de la Côte d'Ivoire 3-0 en Afrique du Sud. Dans le même groupe, le Cameroun a gagné auparavant le Mozambique avec le score de 1-0. La Côte d'Ivoire, avec ce score, maintient sa place de leader de son groupe avec 10 points, suivi du Cameroun, 9 points. C'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi.